Camille Garland avait 34 ans lorsque son monde entier s'effondra un mardi après-midi parfaitement ordinaire d'octobre. Elle ne découvrit pas la trahison de son mari à travers des messages suspects ou du rouge à lèvres sur un col. Non, elle apprit la vérité parce que Benjamin oublia de mettre fin à un appel téléphonique. Elle était assise dans son bureau à domicile du centre-ville de Seattle, examinant des plans architecturaux pour un projet de développement à usage mixte, lorsque son téléphone vibra. Le nom de Benjamin s'afficha à l'écran. Il venait de se parler 1 heure plus tôt. Il était sorti faire du shopping avec son frère Valentin, se préparant pour un gala de charité auquel il devait assister ce week-end. Camille pensa qu'il l'appelait pour lui demander son avis sur des couleurs de cravate ou si elle avait récupéré son pressing. « Salut, chérie », répondit-elle, vérifiant déjà son calendrier pour s'assurer qu'elle n'avait rien oublié d'important. Silence. « Benjamin, tu es là? » Encore du silence, mais pas le genre vide. Elle pouvait entendre des bruits de fond, des voix étouffées, le son lointain de la circulation, le tintement électronique de ce qui ressemblait à l'entrée d'un magasin. Il l'avait appelé par accident depuis sa poche. Cela arrivait parfois. Camille allait raccrocher lorsqu'elle entendit sa voix, distante mais suffisamment claire pour distinguer les mots. « Mon Dieu, Val, je n'arrive pas à croire que je vais vraiment le faire. » Le rire de Benjamin était sec. Rien à voir avec le son doux et musical dont Camille était tombée amoureuse il y a 8 ans. Je veux dire, une partie de moi se sent presque coupable. Presque. Camille se figea, son doigt survolant le bouton de fin d'appel, son estomac se serra d'une appréhension inexplicable. « N'ose même pas te sentir coupable, » dit une autre voix. « Valentin, certainement. Cette femme t'a fait vivre comme si tu étais de classe moyenne alors que tu pourrais être tellement plus. Tu mérites mieux que son salaire d'architecte et cette petite vie modeste. » La gorge de Camille se contracta. Elle gagnait bien sa vie, près de 120 000 $ par an. Il vivait dans un bel appartement, prenait des vacances 2 fois par an, ne s'inquiétait jamais pour les factures, mais elle avait toujours été prudente avec l'argent, conservatrice même. Il y avait une raison à cela, une raison qu'elle n'avait jamais partagée avec Benjamin, une raison qu'elle prévoyait de révéler pour leur 10e anniversaire, dans seulement 2 ans. « Ce n'est pas seulement une question d'argent, » dit Benjamin. Camille entendit le bruit de cintre glissant sur une tringle. Même si Dieu sait que j'en ai assez qu'elle agisse comme si dépenser 300 $ pour une chemise était une décision d'investissement majeure, c'est qu'elle est si prévisible, si ennuyeuse. Quelque chose dans la poitrine de Camille se brisa, une cassure nette comme de la glace qui se fend sous la pression. Son souffle se coinça dans sa gorge. « Camille est pathétiquement inconsciente, » continua Benjamin, sa voix dégoulinant de mépris. « Je vois Derek depuis 7 mois maintenant et elle n'a rien soupçonné, pas une seule fois. Tu sais ce qu'elle a fait la semaine dernière? Elle m'a surprise avec des réservations dans ce restaurant italien où nous avons eu notre premier rendez-vous. Elle m'a apporté des fleurs, elle m'a lu un poème qu'elle avait écrit. » Il rit à nouveau et cela sonnait cruel. Un poème, Val, comme si nous étions des adolescents. C'était tellement gênant que je pouvais à peine la regarder. « Enema sa son mammes. » 7 mois. Les mots résonnèrent dans la tête de Camille comme un glas. 7 mois pendant qu'elle planifiait des surprises d'anniversaire et écrivait de la mauvaise poésie parce qu'elle savait que cela le faisait sourire. Du moins, c'est ce qu'elle avait cru. La main de Camille tremblait alors qu'elle serrait le téléphone plus fort. Chaque mot était un couteau glissant entre ses côtes, précis et dévastateur. « Donc Derek est vraiment mieux que… » commença Valentin, mais Benjamin l'interrompit. « Derek est tout ce que Camille n'est pas, confiant, prospère. Il ne remet pas tout en question ni ne demande mon avis sur chaque petite chose comme s'il était incapable de penser par lui-même. Et le sexe, mon Dieu, Val, j'avais oublié ce que c'était que de vraiment désirer quelqu'un. » Camille sentit son visage rougir, chaud, puis froid. La pièce lui sembla soudain plus petite, les murs se refermant sur elle.
Ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit lâcher le téléphone, mais elle ne pouvait pas se résoudre à mettre fin à l'appel. Une partie masochiste d'elle-même avait besoin de tout entendre. « Quand vas-tu lui dire? » demanda Valentin, son ton excité comme s'il discutait de plans de vacances. « Après le Nouvel An. Derek et moi avons tout planifié. Je déposerai en janvier. Apparemment, c'est un meilleur moment pour le règlement. Mon avocat dit que je devrais facilement obtenir la moitié de tout, peut-être plus si nous jouons bien les bons angles. Camille a tout mis aux deux noms comme une idiote, donc ce sera simple. » La façon désinvolte dont il dit « comme une idiote » fit serrer la mâchoire de Camille. Elle avait tout mis aux deux noms parce que c'est ce qu'on faisait quand on aimait quelqu'un, quand on lui faisait entièrement confiance. « Et elle n'a aucune idée que tu planifies tout ça? » demanda Valentin. « Aucune idée. J'ai été le mari parfait, cuisinant ses plats préférés, riant de ses histoires de travail ennuyeuses, faisant semblant de m'intéresser à ses petits projets architecturaux. Elle est complètement convaincue que nous sommes heureux. » Benjamin fit une pause et Camille entendit le froissement de vêtements. « Ce gala du week-end sera parfait. En fait, je jouerai le mari dévoué une dernière fois. Sourirai pour toutes les photos. Ferai croire à tout le monde que nous sommes le couple parfait. Puis en janvier, boum, elle ne saura pas ce qui l'a frappé. » Camille sentit la bile monter dans sa gorge. Ce gala pour lequel elle avait passé 2 semaines à coordonner son emploi du temps, fait nettoyer son meilleur tailleur, même acheter des billets pour la vente aux enchères silencieuses parce que Benjamin avait dit que c'était important pour lui. Tout cela, chaque moment avait été une performance. « Tu es froide, » dit Valentin, mais elle riait, clairement amusée. « J'adore ça. Et Derek en vaut vraiment la peine? » Derek est associé chez Henderson & Associés. Il conduit une Porsche 911. Son appartement donne sur le front de mer, l'unité penthouse. Val, en 6 mois avec lui, je suis allée dans plus de restaurants 5 étoiles que Camille ne m'a emmené en 8 ans. La voix de Benjamin devint plus basse, plus intime. En plus, Derek sait ce qu'il veut et le prend. Camille demande toujours si je vais bien, si je suis heureux, si j'ai besoin de quelque chose. C'est épuisant de faire semblant d'apprécier ce genre de faiblesse. Faiblesse. Il pensait que son attention pour lui, sa considération, son amour, tout cela était de la faiblesse. La vision de Camille se brouilla. Elle cligna des yeux avec force, refusant de laisser les larmes couler. Pas encore. Pas pendant qu'elle écoutait encore son mari planifier sa destruction comme si c'était un jeu. La conversation continua. Camille entendit tous les détails sordides. La stratégie de divorce, les plans de manipuler sa générosité, les moqueries sur sa gentillesse. Chaque mot était une nouvelle couche de trahison. Puis il y eut un bruissement, un son étouffé, et soudain la voix de Benjamin fut cristalline et très proche de son téléphone. « Camille? Camille, tu es là? » « Oh mon Dieu, depuis combien de temps es-tu sur cet appel? » Camille ne dit rien. Sa voix l'avait complètement abandonnée. Le silence s'étira entre eux, lourde de tout ce qu'elle savait maintenant. « Camille. » Son ton changea, la panique s'infiltrant comme de l'eau à travers un barrage fissuré. « Si tu as entendu quelque chose à l'instant, tu dois comprendre. Val et moi plaisantions. Tu sais comment nous sommes. Nous devenons dramatiques quand nous faisons du shopping. Nous... » Camille mit fin à l'appel. Pendant exactement 30 secondes, elle resta assise en silence complet, fixant l'écran de son téléphone. La lumière du soleil de l'après-midi traversait la fenêtre de son bureau, des particules de poussière dérivant paresseusement dans le faisceau. Tout avait l'air pareil qu'il y a 20 minutes, mais plus rien ne serait jamais pareil. Puis son téléphone sonna. Benjamin. Elle refusa l'appel sans hésitation. Il sonna à nouveau immédiatement. Refusé. Un texto arriva. « Camille, s'il te plaît, rappelle-moi. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Je peux expliquer. » Mais voilà ce que Benjamin ne savait pas. Ce que personne sauf la conseillère financière de Camille et l'avocat de la succession de son grand-père défunt ne savait. Camille n'était pas l'architecte modeste en difficulté qu'il pensait qu'elle était. Lorsque son grand-père était décédé il y a 6 ans, il avait laissé à Camille un fonds fiduciaire. Pas une somme insensée, mais suffisante pour tout changer.
2-3 millions de dollars exactement, investis de manière conservatrice et en croissance constante. Mais il y avait une condition. Camille ne pouvait pas accéder au capital jusqu'à ce qu'elle atteigne 35 ans, dans seulement 18 mois. Elle pouvait prendre des distributions sur les revenus, mais elle avait choisi de ne pas le faire. Elle avait voulu se prouver à elle-même et à quiconque qu'elle pourrait épouser, qu'elle pouvait construire une vie sur son propre mérite. Elle avait voulu savoir que celui qui l'aimait elle. Pas son argent, pas son héritage, pas son potentiel. Elle. Benjamin n'avait aucune idée que ces fonds existaient, et maintenant, il allait apprendre exactement à quel point il avait eu tort de la sous-estimer. Camille ouvrit son ordinateur portable d'une main ferme. Le choc initial s'estompait, remplacé par quelque chose de plus clair, plus tranchant. Elle allait se protéger. Elle allait documenter tout. Et elle allait s'assurer que Benjamin n'obtienne pas un seul centime de plus que ce à quoi il avait légalement droit. Parce que Camille Garland venait d'apprendre quelque chose de profond. Ne jamais confondre la gentillesse avec la faiblesse. Et ne jamais sous-estimer la personne que l'on trahit. Elle pourrait être bien plus forte, bien plus intelligente et bien plus capable qu'on ne l'avait jamais imaginé. Camille tira ses documents financiers et commença à tout documenter pendant que c'était encore frais dans sa mémoire. Chaque mot, chaque rire, chaque commentaire calculé sur la façon de la manipuler pendant le divorce. Son téléphone continuait de vibrer. Plus de textos de Benjamin, puis des appels de Valentin, puis un message vocal de Benjamin, sa voix imbibée de larmes et désespérée. « Camille, s'il te plaît, bébé, tu dois me laisser expliquer. Je t'aime. Je ne sais pas ce que tu penses avoir entendu, mais je t'aime tellement. S'il te plaît, rappelle-moi. S'il te plaît. » À Saïntin. La performance était presque convaincante. Si elle ne l'avait pas entendu rire de son poème pathétique quelques minutes auparavant, elle aurait peut-être même cru. L'esprit de Camille fonctionnait maintenant à toute vitesse, parcourant les possibilités avec la même précision méthodique qu'elle utilisait lors de la conception de bâtiments. D'abord les fondations, puis la structure, les systèmes de soutien, ensuite les détails qui faisaient fonctionner le tout. Elle avait besoin d'une avocate. Pas n'importe quelle avocate. La meilleure avocate spécialisée en divorce à Seattle. Quelqu'une qui comprenait les actifs complexes et les fiducies, quelqu'une qui pouvait agir rapidement et discrètement. Camille n'avait jamais considéré qu'elle était une personne vindicative, mais écouter Benjamin planifier de tout lui prendre en se moquant de sa gentillesse avait éveillé quelque chose de féroce et d'impitoyable dans sa poitrine. Il voulait la manipuler? Très bien. Qu'il essaie. Elle ouvrit un nouvel onglet de navigateur et commença à chercher des avocates en divorce, croisant les avis et les spécialisations. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre texto de Benjamin. « Je suis en route. Nous devons parler maintenant. » Camille jeta un coup d'œil à l'heure. Il serait là dans 30 minutes, peut-être moins s'il paniquait. Bien. Qu'il panique, qu'il se demande ce qu'elle pensait, ce qu'elle planifiait, si elle avait vraiment tout entendu ou seulement une partie. Elle trouva 3 avocates avec d'excellentes réputations pour les divorces impliquant des actifs importants. L'une se spécialisait dans la protection des clientes contre la manipulation financière. Parfaite. Camille envoya 3 emails identiques, les marquant comme urgents, demandant des consultations dès que possible le lendemain si elle pouvait s'organiser. Puis elle fit quelque chose qui la surprit elle-même. Elle appela sa sœur Jasmine, qui était effectivement en poste à l'étranger, mais qui se trouvait justement en permission. Elles ne s'étaient pas parlé depuis 2 semaines, mais Jasmine répondit à la 2e sonnerie. « Camille, comment ça va? » « Jasmine, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Je vais te raconter quelque chose et j'ai besoin que tu ne m'interrompes pas jusqu'à ce que j'ai fini. » La voix de Camille était plus stable qu'elle ne se sentait. Il y eut une pause. « D'accord, tu me fais un peu peur, mais d'accord, je t'écoute. » Camille lui raconta tout. L'appel accidentel, la conversation qu'elle avait entendue, la liaison de Benjamin avec Derek, les 7 mois de mensonges, le divorce prévu pour janvier, la stratégie pour la manipuler vers un règlement généreux, l'implication de Valentin, tout, dans les moindres détails. Quand elle termina, il y eut un long silence à l'autre bout du fil.
Bon sang, dit finalement Jasmine, sa voix tendue de fureur. Camille, je suis tellement désolée. C'est impardonnable. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me protéger, dit simplement Camille. Je vais tout documenter, embaucher la meilleure avocate que je puisse trouver et m'assurer qu'il n'obtienne pas un seul centime auquel il n'a pas légalement droit. Et Jasmine, il ne sait rien à propos de la fiducie de grand-père. Une autre pause, puis Jasmine laissa échapper un sifflement bas. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point d'entrer en guerre avec quelqu'un qui a de vraies ressources. Aucune idée. Il pense que je suis une pauvre idiote facile qui va simplement tout lui donner pour le rendre heureux. La mâchoire de Camille se crispa. Il a tort. Je rentre si tu as besoin de moi, offrit immédiatement Jasmine. Je peux obtenir une permission d'urgence, être là dans 2 jours. Pas encore, mais je pourrais avoir besoin que tu témoignes si ça va au tribunal. Tu es militaire, tu es crédible, et tu peux confirmer que je n'ai jamais été financièrement contrôlante ou abusive, ce qui sera probablement sa version des faits. Absolument. Tout ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, tu m'appelles jour et nuit. Elles parlèrent pendant encore 10 minutes, Jasmine offrant des suggestions de revanche de plus en plus créatives, allant du pratique à l'illégal. Malgré tout, Camille se surprit presque à sourire. Avoir quelqu'un dans son camp, quelqu'un qui était vraiment outré en son nom, rendait la solitude écrasante légèrement moins suffocante. Quand elles raccrochèrent, Camille regarda autour de son bureau à domicile. Cet appartement, elle avait conçu les rénovations elle-même, passé des week-ends à installer des étagères et à peindre des murs, l'avait transformé en un foyer dont elle était fière. Benjamin s'était plaint du travail, avait dit qu'il devrait simplement embaucher des gens, mais Camille avait voulu construire quelque chose de ses propres mains. Maintenant, il voulait en prendre la moitié et partir comme si leur mariage avait été une sorte de transaction commerciale qui avait mal tourné. Camille entendit l'ascenseur tinter dans le couloir à l'extérieur de leur appartement. Son pouls s'accéléra. Benjamin était rentré. Il était temps de voir quel genre de performance il avait préparé. Elle minimisa les fenêtres de son navigateur, ferma son document et se leva de son bureau. Ses jambes semblaient tremblantes, mais elle se força à marcher d'un pas ferme vers le salon. Elle pouvait entendre sa clé dans la serrure, la porte s'ouvrir, ses pas rapides et urgents sur le parquet. « Camille !» Sa voix était essoufflée, effrayée. « Camille, où es-tu? » Elle entra dans le salon et s'arrêta, gardant la table basse entre eux. Benjamin se tenait dans l'entrée, des sacs de course abandonnés négligemment à ses pieds, son visage rougi et ses yeux écarquillés. Il était beau, remarqua-t-elle de loin. Il l'avait toujours été. C'était en partie ce qui avait rendu tout cela si facile pour lui. Elle n'avait jamais soupçonné quelqu'un qui la regardait comme il le faisait de pouvoir mentir aussi complètement. « Combien as-tu entendu? » demanda-t-il, sa voix petite et prudente. Camille le regarda simplement, ne disant rien. Elle avait appris il y a longtemps que le silence pouvait être plus puissant que n'importe quelle accusation. « Camille, s'il te plaît », ses mains se tendirent vers elle. « Quoi que tu penses avoir entendu, ce n'est pas ce que tu penses. Val et moi, nous parlions juste. Nous disons des choses folles quand nous sommes ensemble. Tu sais ça. » Il fit un pas vers elle, les mains tendues. « Tu sais que je t'aime. Tu sais que je ne... » « 7 mois, dit doucement Camille. Tu couches avec Derek depuis 7 mois. Tu as un avocat. Tu prévois de demander le divorce en janvier. Tu penses que je suis pathétique et inconsciente. Tu allais jouer le mari dévoué ce week-end au gala, sourire pour les photos, puis me détruire au nouvel an. Sa voix ne s'éleva jamais au-dessus d'un volume conversationnel, ce qui le rendait en quelque sorte pire. Ai-je raté quelque chose? Le visage de Benjamin devint blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. Sa bouche s'ouvrit et se ferma, mais aucun son n'en sortit. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il semblait véritablement à court de mots. « J'ai tout entendu, Benjamin. Tout.
Du moment où tu as commencé à parler à Val de faire aboutir ce projet jusqu'à la partie où tu as ri du poème que je t'ai écrit, jusqu'à la discussion détaillée sur la façon dont tu vas me manipuler pendant le divorce, chaque mot. Des larmes commencèrent à couler sur son visage et Camille ne ressentit rien. C'était la partie la plus étrange. Elle s'était attendue à de la rage ou à de la dévastation ou au moins à une réaction émotionnelle. Au lieu de cela, elle se sentait juste vide, creusée, regardant ses pleurs comme elle regarderait la pluie à travers une fenêtre. « Je ne pensais rien de tout ça, » sanglota-t-il. « C'était juste. » Val me monte la tête. Nous disons des choses stupides. Derek ne signifie rien. C'était une erreur. Une erreur stupide. S'il te plaît, Camille, tu dois me croire. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Arrête, dit doucement Camille. Arrête simplement. Je sais ce que tu fais. Tes textos sont déjà passés par la culpabilité, la colère et le marchandage. Maintenant, nous en sommes aux pleurs et aux supplications. Qu'est-ce qui vient après? Vas-tu me dire que c'est en quelque sorte ma faute, que je t'ai poussé à ça? Le sanglot de Benjamin se coinça dans sa gorge. Il la fixa comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Pars, » dit Camille. Les mots vinrent plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. « Fais un sac, prends ce dont tu as besoin pour quelques jours, puis va-t'en. »« Camille, non, s'il te plaît. Benjamin. » Sa voix était toujours calme, toujours posée, mais quelque chose dedans le fit s'arrêter au milieu de sa phrase. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas passer 7 mois à planifier ma destruction, puis pleurer pour t'en sortir parce que tu t'es fait prendre. Tu veux partir? Très bien. Tu pars, mais tu ne contrôles plus comment ça se passe. »« C'est ma maison aussi, » dit-il. Et comme ça, les larmes s'arrêtèrent net. Il y avait quelque chose de dur dans ses yeux maintenant, quelque chose de calculateur. « Tu ne peux pas juste me mettre dehors. »« Tu as raison. C'est ta maison aussi, légalement. C'est pourquoi je te demande de partir volontairement pendant quelques jours, pendant que nous réfléchissons tous les deux aux prochaines étapes, à moins que tu ne préfères que je commence à diffuser cet appel téléphonique à tous ceux que nous connaissons, ta famille, nos amis, ton employeur. Oh, attends, tu as quitté ton travail pour soutenir ma carrière, n'est-ce pas? » Le calme de Camille se fissura légèrement. « J'ai la documentation de tout ce que tu as dit, Benjamin. Chaque plan que tu as fait, chaque mot cruel. Donc tu peux franchir cette porte avec un peu de dignité ou je peux rendre tout ça très, très public. À toi de choisir. » Le regard qu'il lui lança était du pur venin. Le voilà. Le vrai Benjamin. Celui qui avait été caché sous des sourires doux et des gestes aimants. Celui qu'il avait appelé pathétiquement inconsciente et faible. « Tu vas regretter ça, » dit-il froidement. « Je regrette déjà, » répondit Camille. « Je regrette les 8 dernières années. Je regrette d'avoir jamais cru que tu m'aimais. Je regrette d'avoir écrit de la poésie et de t'avoir surprise avec des fleurs en pensant que tout cela comptait. Mais je vais te dire ce que je ne regrette pas. Découvrir qui tu es vraiment avant de gaspiller davantage ma vie. » Benjamin attrapa ses sacs de course, tourna les talons et se dirigea vers leur chambre. Camille entendit des tiroirs claquer, des cintres s'entrechoquer, ses pas en colère faire les 100 pas. 15 minutes plus tard, il émergea avec une valise à roulettes et son sac d'ordinateur portable. Il s'arrêta à la porte, se retourna pour la regarder. Pendant juste 1 seconde, son masque glissa et elle vit quelque chose comme un regret authentique traverser son visage. Mais ensuite, ce fut parti, remplacé par une fureur glaciale. « Tu auras des nouvelles de mon avocat ?» dit-il. « J'y compte bien, » répondit Camille. La porte claqua derrière lui, le son résonnant dans l'appartement soudainement trop silencieux. Camille resta dans le salon pendant un long moment, écoutant le silence. Puis ses jambes cédèrent enfin et elle s'effondra sur le canapé, les mains couvrant son visage. Elle ne pleura pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle sortit son téléphone et ouvrit une nouvelle note, commençant une chronologie de chaque moment suspect des 7 derniers mois qui avait maintenant un sens, chaque fin de soirée qu'il avait prétendu être des verres avec des collègues, chaque week-end qu'il avait passé avec son frère,
chaque fois qu'il avait déclenché une dispute pour rien et était parti pendant des heures. Les schémas étaient tous là. Elle avait juste été trop confiante pour les voir. Le téléphone de Camille vibra. Une réponse par email de l'une des avocates spécialisées en divorce, marquée urgente. Elle pouvait la voir demain à 9 heures. Camille confirma le rendez-vous, ses doigts stables sur l'écran. Demain, elle commencerait à construire sa défense. Ce soir, elle pleurerait la mort de son mariage et la perte de l'homme qu'elle pensait connaître. Mais sous le chagrin, quelque chose d'autre s'agitait. Quelque chose qui comprenait que Benjamin avait commis une erreur cruciale. Il l'avait complètement sous-estimée. Il pensait qu'elle était faible, pathétiquement inconsciente, facile à manipuler. Il était sur le point d'apprendre exactement à quel point il avait tort. Le lendemain matin, Camille se réveilla à 6 heures dans son propre lit, qui semblait à la fois familier et étranger. Benjamin avait dormi ici à ses côtés pendant 8 ans, et maintenant, l'espace vide semblait énorme, un vaste territoire de draps froids et de questions sans réponse. Elle avait à peine dormi, son esprit parcourant des scénarios, des possibilités, des résultats dans le pire des cas. Mais elle avait aussi réfléchi stratégiquement. À 8h30, Camille se tenait devant le bureau de Patricia Morrison, l'une des avocates en divorce les plus respectées de Seattle. Le bâtiment était au centre-ville, tout en verre et en acier, respirant la richesse discrète. Le cabinet de Patricia se spécialisait dans la division d'actifs complexes et la protection des clientes contre la manipulation financière. Exactement ce dont Camille avait besoin. Elle était en avance, alors elle s'assit dans la salle d'attente au goût raffiné, essayant de ne pas penser aux 17 textos que Benjamin lui avait envoyés pendant la nuit. Chaque message était une saveur différente de manipulation. Les premiers avaient été apologétiques, suppliant pour une autre chance, puis ils étaient devenus en colère, l'accusant de réagir de manière excessive. Le plus récent avait été froid et professionnel. « Mon avocat te contactera. N'essaie pas de cacher des actifs. Je sais ce que tu gagnes. » Ce dernier l'avait fait sourire amèrement. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle possédait. « Madame Garland ?» Une femme d'aspect professionnel dans la cinquantaine apparut dans l'embrasure de la porte de la salle d'attente. Elle avait des cheveux gris acier, des yeux perçants et l'air de quelqu'un qui avait vu toutes les manipulations possibles et n'était impressionné par aucune. « Je suis Patricia Morrison. Venez. » Son bureau était impressionnant. Des étagères du sol au plafond, un bureau massif qui semblait coûter plus cher que la plupart des voitures et des fenêtres donnant sur la baie d'Elliott. Patricia fit signe à un fauteuil en cuir face à son bureau et s'assit, sortant un bloc-notes légal et un stylo. « Votre email était éclairant, » dit-elle. « Racontez-moi tout depuis le début. » Camille s'exécuta. Elle lui raconta l'appel téléphonique accidentel, lui fit écouter l'enregistrement qu'elle avait sauvegardé sur son téléphone, lui montra la chronologie qu'elle avait créée, les journaux d'appel, les schémas de messages textes. Elle expliqua la fiducie, le montant, les conditions. Elle lui parla de l'avocat de Benjamin, du dépôt prévu en janvier, de la stratégie pour la garder pleine d'espoir afin qu'elle soit plus généreuse. Patricia écouta sans interrompre, prenant des notes dans une écriture précise. Quand Camille termina, elle posa son stylo et la regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Madame Garland, en 28 ans de pratique du droit familial, j'ai rarement vu quelqu'un venir me voir aussi bien préparée. Vous avez tout fait correctement, l'enregistrement, la documentation, les dossiers financiers, tout est recevable. Votre mari vous a essentiellement donné toute sa stratégie sur un plateau d'argent. » « Alors, que se passe-t-il maintenant? » demanda Camille. « Maintenant, nous passons à l'offensive. » Patricia ouvrit un fichier sur son ordinateur. Washington est un État de divorce sans faute, ce qui signifie que l'infidélité elle-même n'affecte généralement pas la division des actifs. Cependant, ce qui compte, c'est que vous avez des actifs dont il ne connaît pas l'existence et vous avez été assez intelligente pour ne pas les mélanger avec les actifs conjugaux. La fiducie de votre grand-père est classée comme propriété séparée parce qu'elle vous a été léguée individuellement, pas pendant le mariage. Mais nous sommes mariés depuis 8 ans. Est-ce qu'une partie ne devient pas propriété commune?
Pas si elle est dans une fiducie correctement structurée à laquelle vous n'avez pas accédé. Le capital et sa croissance restent de propriétés séparées. Maintenant, si vous aviez pris des distributions et les aviez déposées sur des comptes joints, ce serait différent. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez vécu entièrement de votre salaire, ce qui signifie que la fiducie est presque entièrement protégée. Camille sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Donc, il ne peut pas y toucher. Pas à la fiducie elle-même. L'appartement est une autre histoire. C'est un bien conjugal acheté pendant le mariage avec des fonds conjugaux. Il a droit à la moitié de la plus-value, ce qui, vous l'avez mentionné, représente environ 150 000 $. Il a aussi potentiellement droit à une pension alimentaire puisqu'il n'a pas travaillé depuis 2 ans. Il a quitté son travail pour soutenir ma carrière, dit Camille amèrement, ce qui signifiait apparemment coucher avec quelqu'un d'autre pendant que je payais toutes les factures. Les lèvres de Patricia tressaillirent dans ce qui aurait pu être un sourire. La pension alimentaire est là où cela devient intéressant. À Washington, le soutien est déterminé par le besoin, le niveau de vie pendant le mariage et la capacité du conjoint à subvenir à ses besoins. Cependant, vous avez la documentation qu'il prévoit d'emménager avec son petit ami fortuné. Vous avez aussi la preuve qu'il a menti sur ses raisons de quitter son travail. Il a admis sur cet enregistrement qu'il voulait juste arrêter de travailler. Vont-ils nous utiliser ça? Non, absolument. Cela démontre qu'il n'a pas réellement besoin de soutien et que ses réclamations de dépendance financière sont frauduleuses. Nous pouvons aussi plaider pour une durée plus courte de soutien ou un montant réduit basé sur son infidélité et ses plans de cohabitation avec Derek. Patricia se pencha en avant. « Mais voici ce que je veux faire. Je veux déposer en premier. » Camille cligna des yeux. Je pensais qu'il prévoyait de déposer en janvier. C'est le cas, ce qui signifie que nous devons le devancer. Si nous déposons en premier, nous contrôlons le récit. Nous fixons les termes des plaidoiries initiales. Et surtout, nous le prenons au dépourvu, exactement comme il vous a prise au dépourvu avec cet appel téléphonique. Quand déposerions-nous? Aujourd'hui? Si vous êtes prête, je peux faire préparer les documents en 2 heures. Nous déposons cet après-midi et il sera servi demain matin. Patricia sortit un calendrier. Le timing est parfait. En fait, nous sommes début novembre. Le temps que nous passions les audiences initiales et la découverte, ce sera les vacances. Ça joue en notre faveur. Les juges ont tendance à être plus sympathiques pendant les vacances et votre futur ex-mari se démènera pour ajuster sa stratégie tout en essayant de maintenir les apparences. Camille pensa au texto de Benjamin. « N'essaie pas de cacher des actifs. Je sais ce que tu gagnes. » L'arrogance, la certitude qu'il avait toutes les informations dont il avait besoin. « Faites-le, » dit-elle. « Déposez aujourd'hui. » Patricia hocha la tête, son expression satisfaite. « Bien. Maintenant, parlons stratégie. Votre mari a commis plusieurs erreurs cruciales. Premièrement, il vous a sous-estimé. Deuxièmement, il a documenté ses plans d'une manière que vous pouvez prouver. Troisièmement, il ne connaît pas l'existence de votre fonds fiduciaire. Ce sont des avantages significatifs. « Qu'en est-il de Derek? » demanda Camille. « Y a-t-il un moyen de, je ne sais pas, rendre sa vie difficile aussi? Derek est-il marié, séparé, en train de divorcer en février? » Selon Benjamin? Patricia prit note. « Nous voudrons en savoir plus sur son divorce. Si sa femme ne connaît pas l'existence de l'affaire, cette information pourrait être utile. Pas comme levier contre Benjamin directement, mais ça crée de la pression. De plus, vous avez mentionné que Derek est associé chez Henderson & Associés. C'est ce que Benjamin a dit. C'est un cabinet prestigieux avec une solide réputation. Il pourrait être très intéressé de savoir que l'un de leurs associés a une liaison avec un homme marié, surtout si cette liaison est documentée et affecte des procédures de divorce. Beaucoup de cabinets ont des clauses de moralité dans leurs accords d'association. Camille sentit une satisfaction froide s'installer dans sa poitrine. Vous dites que nous pourrions faire en sorte que cela impacte sa carrière? Je dis que l'information a une façon de voyager, Madame Garland, surtout une information aussi bien documentée que celle que vous avez. Patricia la regarda directement.
Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Camille pensa à la voix de Benjamin sur cet enregistrement. Elle est pathétiquement inconsciente. C'est épuisant de faire semblant d'apprécier ce genre de faiblesse. Si elle pense qu'il y a une chance de réconciliation, elle pourrait être plus généreuse avec le règlement. Aussi loin qu'il le faut, dit-elle doucement. Je veux qu'il comprenne qu'il y a des conséquences à traiter les gens comme ça. Je veux qu'il sache que la gentillesse n'est pas de la faiblesse et que sous-estimer quelqu'un est une erreur. Patricia sourit, une expression tranchante et satisfaite. Alors construisons un dossier inattaquable. Quand nous aurons fini, il aura de la chance de repartir avec ce à quoi il a légalement droit et rien de plus. Pas de manipulation, pas de règlement généreux, pas de jeu sur votre sympathie, juste des faits froids et durs et les conséquences de ses choix. Les documents furent déposés à 14 heures. Le lendemain matin, Benjamin serait servi avec les papiers de divorce. Le téléphone de Camille explosa de messages. 17 appels manqués et 34 messages textes. Le serveur de procédure avait dû atteindre Benjamin. Les textos étaient un voyage à travers les étapes de la rage. Les premiers étaient paniqués. « Qu'est-ce que tu as fait? Tu as demandé le divorce sans même me parler? » Puis en colère. « Tu es tellement lâche, tu ne peux même pas me faire face. Tu dois faire ça à travers des avocats. Pathétique. » Puis menaçant. « Mon avocat va te détruire. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher, tu vas le regretter. » Puis négociateur. « Camille, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler face à face? Je vais tout te dire. La vérité. Plus de mensonges. S'il te plaît, annule juste les avocats. » Et finalement, calculateur. « Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer, mais souviens-toi, je connais des choses sur toi aussi. Des choses qui n'auront pas l'air bien au tribunal. Tes longues heures de travail, ton obsession pour le boulot, les fois où tu m'as ignoré pour tes précieux projets. Un juge entendra tout ça. » Camille sourit amèrement à ce dernier. Qu'il essaie. Elle avait des enregistrements littéraux de lui planifiant de l'exploiter. Qu'avait-il? Qu'elle travaillait dur. Qu'elle était dévouée à sa carrière? Bonne chance pour faire passer ça pour quelque chose de mal. Les 2 semaines suivantes furent un cours magistral de guerre psychologique. L'avocat de Benjamin, un avocat agressif nommé Richard Holt, déposa requête après requête. Demande de pension alimentaire d'urgence, exigence d'accéder au dossier financier de Camille, affirmation qu'elle cachait des actifs. Chaque dépôt était plus désespéré que le précédent, et chacun fut systématiquement refusé par la juge une fois que Patricia présenta les preuves de l'infidélité de Benjamin et de ses plans enregistrés pour manipuler le système. Mais la vraie bataille ne se déroulait pas au tribunal. Elle se déroulait dans la cour de l'opinion publique. Benjamin avait lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui aurait été impressionnante si elle n'avait pas été si transparente dans sa manipulation. Des publications soigneusement formulées sur le chagrin inattendu et la découverte de qui quelqu'un était vraiment quand les choses devenaient difficiles. Des photos de lui ayant l'air triste et réfléchi, toujours magnifiquement éclairées, toujours parfaitement composées. Des commentaires d'amis offrant leur soutien, demandant ce qui s'était passé, exprimant leur choc que Camille jetterait 8 ans aux ordures pour un malentendu. Camille resta silencieuse. Patricia lui avait conseillé de ne rien dire publiquement et elle suivit ce conseil religieusement. Mais son silence sembla enrager Benjamin plus que n'importe quelle réponse ne l'aurait fait. 3 jours après avoir été servi, il se présenta à son bureau. Camille était en réunion avec un client lorsque son assistant, Thomas, frappa à la porte. « Camille, je suis désolée d'interrompre, mais ton mari… Enfin, Benjamin est dans le hall. Il insiste pour te voir. La sécurité a demandé s'il devait le faire escorter dehors. » Camille s'excusa et se dirigea vers le hall. Benjamin se tenait près du bureau de réception et il avait l'air terrible. Ou plutôt, il avait l'air d'avoir soigneusement cultivé l'apparence d'avoir l'air terrible. Cerne sous les yeux, possiblement du maquillage, ses cheveux légèrement ébouriffés, portant un jogging et un sweat à capuche au lieu de son style habituel soigné. « Camille, s'il te plaît, dit-il en la voyant, sa voix se brisant.
Pouvons-nous juste parler? 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Plusieurs de ses collègues regardaient. C'était la performance qu'ils voulaient. Le mari désespéré suppliant sa femme froide et insensible pour une chance de s'expliquer. Camille pouvait pratiquement le voir calculer l'optique. « Benjamin, mon avocate m'a conseillé de ne pas te parler directement. Toute communication doit passer par les avocats. » Je suis ton mari. Sa voix s'éleva, des larmes coulant sur son visage maintenant. Nous sommes ensemble depuis 8 ans et tu ne me donneras même pas 5 minutes. Tu es mon mari qui a passé 7 mois à planifier de divorcer de moi tout en couchant avec quelqu'un d'autre. Tu es mon mari qui m'a appelée pathétiquement inconsciente et faible. Tu es mon mari qui avait une stratégie détaillée pour me manipuler à travers des procédures judiciaires. Camille garda sa voix calme, clinique. « Donc non, je ne te donnerai pas 5 minutes. Je t'ai donné 8 ans. C'était suffisant. J'ai fait une erreur. » Benjamin sanglotait maintenant, des sanglots complets qui semblaient presque authentiques. J'étais confus, j'avais peur, je ne savais pas ce que je voulais, mais je sais maintenant. Je te veux, je veux notre mariage. S'il te plaît, Camille, s'il te plaît. Camille le regarda, vraiment le regarda, et ne ressentit rien d'autre qu'une sorte de pitié distante. Il y a 3 semaines, le voir pleurer l'aurait détruite. Maintenant, cela semblait juste être une autre tactique, un autre angle à jouer. « Au revoir, Benjamin », dit-elle doucement, et se retourna pour retourner à son bureau. « Tu vas le regretter » hurla-t-il derrière elle, les larmes s'arrêtant net comme un robinet. « Quand tu seras seule et misérable, tu te souviendras de ce moment et tu regretteras de ne pas m'avoir donné une autre chance. » Camille continua de marcher. Derrière elle, elle entendit Thomas demander calmement à la sécurité d'escorter Benjamin hors du bâtiment. Le divorce fut finalisé 6 semaines plus tard, juste avant Noël. Le règlement était exactement ce que Patricia avait prédit. Benjamin obtint 157 000 $ de la vente de l'appartement, la moitié de leurs économies communes, environ 12 000 $ et rien d'autre. Pas de pension alimentaire, pas de voiture, pas de meubles qu'il n'avait pas explicitement achetés lui-même. La juge avait lu la transcription de l'enregistrement et avait été visiblement peu impressionnée par les réclamations de Benjamin concernant l'abus financier. Le jour où le divorce fut finalisé, Camille était assise dans le couloir du tribunal pendant que Patricia s'occupait de la paperasse. Benjamin était là avec son avocat, assis à l'extrémité opposée du couloir. Ils ne se regardèrent pas. Quand ce fut terminé, quand Patricia émergea avec les papiers signés, Camille se leva et se dirigea vers la sortie. Elle devait passer devant Benjamin pour y arriver. Alors qu'elle le faisait, il parla pour la première fois en semaine. « J'espère que tu es heureuse, Camille. J'espère que ça en valait la peine. » Elle s'arrêta, se retourna pour le regarder. « Ça valait la peine de ne pas passer le reste de ma vie avec quelqu'un qui me voyait comme une proie plutôt que comme une partenaire. Alors oui, Benjamin, ça en valait la peine. » Elle sortit dans l'air froid de décembre, son souffle se transformant en buée devant elle. Son téléphone vibra. Des textos de ses parents, de Jasmine, de Patricia, tous la félicitant. Elle répondit brièvement à chacun, les remerciant pour leur soutien. Puis, elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait en 2 mois. Elle alla dans son café préféré, commanda un café au lait ridiculement cher et s'assit près de la fenêtre en regardant les gens se précipiter avec leurs sacs de courses de Noël. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de calendrier. Le 15 mars, son 35e anniversaire, le jour où elle pourrait accéder au fonds fiduciaire de son grand-père. Elle avait toujours prévu de tout raconter à Benjamin ce jour-là, de le surprendre avec la sécurité et la liberté que cet argent fournirait. Maintenant, elle ne le dirait à personne, ne le partagerait avec personne, mais d'une certaine manière, cela semblait juste. Elle avait prouvé qu'elle pouvait construire une vie sans cet argent. Elle avait prouvé que sa carrière pouvait se tenir sur son propre mérite. Et maintenant, cet argent serait à elle pour l'utiliser comme elle le voulait.
Peut-être une nouvelle maison, peut-être des investissements, peut-être des dons à des causes qui lui tenaient à cœur. Des choix faits librement sans avoir à considérer les désirs ou les manipulations de quelqu'un d'autre. 3 mois plus tard, Camille marchait dans le marché de Pike Place un samedi matin, achetant des fleurs fraîches pour son nouvel appartement. Un endroit plus petit, plus simple, mais entièrement à elle. Son téléphone vibra avec un texto de Jasmine. « Mec, tu as vu ça? » En dessous se trouvait un lien vers un article de page Société. L'associé Derek Morrison d'Anderson & Associés démissionne suite à une enquête sur l'éthique professionnelle. L'article était vague sur les détails, citant une conduite indigne d'un associé et des violations des politiques éthiques du cabinet. En lisant entre les lignes, Camille comprit. Le schéma de liaison de Derek avec des hommes mariés l'avait finalement rattrapé. Son cabinet en avait eu assez, et plutôt que de faire face à une enquête formelle, on lui avait donné l'option de démissionner. Camille ressentit un moment de satisfaction, puis le laissa partir. Derek n'était plus son problème. Benjamin non plus. Elle avait entendu par des amis communs qu'il avait déménagé en Californie, qu'il séjournait chez un ami de fac, travaillant dans le commerce de détail pendant qu'il réfléchissait à son prochain chapitre. Une partie d'elle se demandait s'il avait appris quelque chose de tout ce qui s'était passé. Probablement pas. Mais ce n'était plus son problème non plus. Camille acheta des lits et des roses et retourna à sa voiture, profitant du soleil printanier. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois un rappel pour un dîner qu'elle avait prévu ce soir. Depuis le divorce, elle s'était reconnectée avec de vieux amis qu'elle avait perdus de vue pendant son mariage. La vie n'était pas parfaite. Elle avait encore des moments où elle ressentait la douleur de la trahison. Elle avait encore des nuits où elle remettait en question chaque choix qu'elle avait fait dans son mariage. Mais ces moments devenaient de moins en moins fréquents, remplacés par quelque chose de plus stable. L'acceptation. Elle avait aimé Benjamin. C'était réel. Même si son amour pour elle ne l'était pas, elle avait construit une vie avec lui, investi dans un avenir avec lui, lui avait fait entièrement confiance. Ce n'était pas de la stupidité ou de la faiblesse. C'était à quoi ressemblait l'amour. Le fait qu'il n'ait pas pu le réciproquer, qu'il n'ait pas pu être le partenaire qu'elle méritait, disait tout de lui et rien d'elle. Camille monta dans sa voiture et resta assise un moment, les fleurs sur le siège passager, la lumière du soleil traversant le pare-brise. Elle pensa à son grand-père, qui avait établi ce fonds fiduciaire avec une exigence spécifique que Camille ne pouvait pas y accéder avant 35 ans. À l'époque, cela avait semblé arbitraire. Maintenant, elle comprenait la sagesse. Son grand-père voulait qu'elle construise quelque chose par elle-même d'abord, qu'elle connaisse sa propre valeur indépendamment de la richesse héritée. Cette exigence l'avait sauvée. Si Benjamin avait su dès le début l'existence du fonds fiduciaire, l'aurait-il épousée? Peut-être, mais il aurait aimé l'argent, pas elle, et elle n'aurait jamais connu la différence. « Merci, grand-père », dit doucement Camille à la voiture vide. « Tu avais raison. » Elle démarra le moteur et s'engagea dans la circulation, se dirigeant vers sa nouvelle vie. Une vie construite sur la vérité plutôt que sur les mensonges. Une vie où la gentillesse n'était pas de la faiblesse, mais de la force. Une vie où elle savait absolument et sans aucun doute qu'elle pouvait se faire confiance. Benjamin avait essayé de la briser. Au lieu de cela, il avait révélé qui il était vraiment et lui avait offert le cadeau de la clarté. Et Camille Garland, 34 ans et nouvellement divorcée, était enfin complètement libre. Elle avait appris quelque chose de profond à travers son épreuve, que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout, c'est vivre bien et refuser de laisser la cruauté de quelqu'un d'autre changer qui vous êtes au fond de vous. Elle avait affronté la trahison avec intelligence plutôt qu'avec violence, s'était protégée avec stratégie plutôt qu'avec rancune, et était partie avec son intégrité intacte. Benjamin avait appelé sa gentillesse faiblesse, sa considération pathétique, son amour un handicap. Mais, au final, ses qualités étaient ce qui l'avait sauvée. Sa gentillesse signifiait qu'elle avait été assez patiente pour écouter cet appel téléphonique entier, rassemblant des preuves. Sa considération signifiait qu'elle avait tout documenté soigneusement, construisant un dossier inattaquable. Son amour signifiait qu'elle avait tout mis aux deux noms,
ce qui rendait parfaitement clair au tribunal qu'elle n'avait jamais été contrôlante ou financièrement abusive. Sa cruauté était devenue sa chute. Sa gentillesse était devenue son armure, et s'il y a une leçon dans l'histoire de Camille, c'est celle-ci. Ne confondez jamais la gentillesse avec la faiblesse. N'assumez jamais que la bonté de quelqu'un signifie qu'il peut être exploité. Et ne sous-estimez jamais la personne que vous trahissez. Elle pourrait être bien plus forte, bien plus intelligente et bien plus capable que vous ne l'avez jamais imaginé.